Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Nous revenons aujourd'hui pour parler de la place de l'agriculture dans le développement de la RDC, mais bien avant cela, on aimerait bien revenir sur quelques questions posées par nos téléspectateurs autour du sujet de la fois passée. Nous avons parlé de comprendre la grandeur de Dieu à travers la nature, les créatures. Nous avons en plus l'autre fois diffusé un mini-documentaire qui parlait de la constitution du système de l'univers, comment il est constitué, avec M. Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Beaucoup de questions. C'est vrai que nous parlerons de l'agriculture, mais on aimerait d'abord répondre à 2 ou 3 questions des téléspectateurs. Déjà, un qui appelait des Tchoumbé, j'aimerais bien qu'on l'encourage. Il disait, pourquoi en RDC, il n'y a pas des écoles spécialisées dans le domaine spécifique de l'étude de l'univers notamment. Alors la question c'est savoir, est-ce possible que le pays se dote aussi des écoles qui formeraient des spécialistes dans le domaine de l'univers par exemple? Mais bien sûr, si le pays n'a pas encore des institutions comme ça ou des écoles de ce genre, c'est par manque d'intérêt simplement. Ou peut-être les gens ne comprennent pas encore l'importance de connaître tout ça. C'est-à-dire connaître tout ça, pas nécessairement par rapport aux détails. Parce que même la science ne saura jamais, l'homme ne saura jamais tous les détails sur l'univers. Impossible. Vous parlez de l'intérêt, et pourtant, si c'est vrai que notre pays avait intérêt à connaître les constellations telles qu'elles sont constituées, l'univers tel qu'il est constitué, les pays dépenserait des moyens pour avoir des écoles pareilles. C'est qu'il n'y a pas aussi d'intérêt parce que vous l'avez cité. Mais justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt, ça c'est un. Intérêt pourquoi en il n'y a pas termes de ce que d'intérêt? nous pouvons gagner. Non, pas les. Mais on gagnerait quoi par cette connaissance? Mais on gagnerait la qualité de l'homme. On gagne dans la qualité de l'homme. Pourquoi on enseigne la Bible à travers le monde ou à travers notre pays? Mais c'est pour gagner. Qu'est-ce qu'on gagne financièrement? À part les pasteurs qui s'étapent beaucoup d'argent par le collège. Ne minimisez pas quand même le rôle des églises mais justement, qui travaillent dans l'assainissement des mentalités. C'est-à-dire, financièrement, on ne gagne rien. Qu'est-ce que le pays gagne financièrement à travers la Bible? Financièrement, d'une façon directe. Rien. Mais le pays gagne... C'est lourd quand même à porter, rien. C'est lourd à porter. Je dis bien financièrement. Financièrement, le pays gagne combien? Même si on ferme les églises, est-ce que le budget de l'État va en pâtir? Rien. Le financement, il n'y a rien. Mais le pays gagne dans la qualité de l'homme. Donc ce qu'on fait, c'est pour améliorer la qualité de l'homme congolais ou de l'homme africain, ainsi de suite. Pourquoi on doit améliorer cette qualité? Parce que l'homme doit se connaître. L'homme doit connaître son environnement. L'homme doit connaître comment il doit-il évoluer à travers les âges. C'est ainsi que vers les années l'an 2 ou l'an 3 de notre ère, ou avant même notre ère, il y avait une connaissance du monde et qui était dictée par quoi? Et cette connaissance du monde ne fait qu'évoluer. On n'est pas stable. L'évolution même de la connaissance n'est pas statique. Parce qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, tel qu'ils vivent, ce n'est pas comme ça que même les Égyptiens actuels vivent. Donc beaucoup de choses ont changé. Mais ces choses-là ont changé pourquoi et comment? Mais c'est à travers les connaissances nouvelles acquises. Maintenant, nous sommes en train d'évoluer. Et parfois, la guerre que le monde est en train de vivre, mais c'est une crise. Or, moi, j'ai toujours défini la crise comme une invitation au changement. Oui, mais ici, on aimerait bien d'abord que vous puissiez nous dire comment alors créer cet intérêt à connaître notre environnement, notre univers, comment créer cet intérêt au sein de la population et surtout au sein du pouvoir public qui dépenserait alors des moyens pour former ces citoyens dans ce domaine et surtout ces citoyens qui s'y intéressent, notamment vous. Oui, c'est-à-dire, la question, quand vous la posez sous cet angle-là, moi je ne répondrai pas par rapport directement à cette question. Mais
c'est une question globale, d'ensemble. Comment l'univers ou l'humanité évolue-t-elle? Ça, c'est la question fondamentale. Maintenant, on vous dit que l'humanité évolue à travers les connaissances acquises. Parce qu'il y a des connaissances acquises. Aujourd'hui, ce sont des connaissances que les petits-enfants peuvent connaître. Mais il y a 2000 ans ou 5000 ans, il n'y a que l'élite qui connaissait ça. C'est comme par exemple en Égypte, l'ancienne Égypte par exemple. L'ancienne Égypte, c'était la croyance en plusieurs dieux. Mais les grands maîtres de l'Égypte ancienne savaient déjà qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais c'était une connaissance réservée à l'élite de l'époque, aux évolués spirituels de l'époque. Aux initiés. Aux initiés. Maintenant, quand les choses ont évolué, donc, ce qui était pour les réserver aux initiés, maintenant a été rendu public. Et l'homme aujourd'hui croit en un seul Dieu. En tout cas, il y a très peu de personnes sur la planète Terre qui croient en l'existence de plusieurs dieux. Très peu. Donc voilà une évolution qui a été acquise grâce à la connaissance. Bon, maintenant, la connaissance de l'univers peut aussi entraîner l'acquisition de certaines informations qui vont justement aider l'homme à bien évoluer. Oui, ces informations existent déjà parce que sous d'autres cieux, les Occidentaux notamment, même les Chinois, les Asiatiques, mettent beaucoup de moyens pour aller au-delà de la Terre. Et nous n'avons peut-être pas encore trouvé l'intérêt à investir dans ce domaine, mais nous avons encore beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'autres domaines à explorer. C'est par exemple les domaines spécifiques de la médecine où on aimerait peut-être trouver des solutions à plusieurs pandémies de maladies, voire chroniques, qui agonisent aujourd'hui l'humanité. À plusieurs questions, nous avons encore besoin d'investir dans d'autres domaines pour résoudre le problème de l'humanité. Est-ce que vous pensez que ces problèmes, connaître l'univers pourrait contribuer dans la recherche des solutions aux problèmes de l'humanité? Mais pourquoi pas? Parce qu'on vous dit, ça fait partie de la connaissance de l'humanité. Mais si vous ne connaissez pas l'humanité, comment vous allez commencer à chercher des solutions? Donc la connaissance de l'humanité, c'est quelque chose de fondamental. Et l'humanité, ne vous limitez pas simplement à l'homme. Parce qu'on ne saura jamais tout. Même sur le corps humain, on ne saura jamais tout sur le corps humain. Pourtant, l'homme est sur Terre. Même sur une fourmi, on ne saura jamais tout. Parce qu'on ne saura jamais écraser une fourmi et la réveiller. Donc, si vous faites l'expérience, vous écrasez une fourmi et puis vous la réveillez, elle devient une fourmi normale. Là, on dirait qu'on connaît tout sur la fourmi. Mais tant qu'on écrasera la fourmi et qu'on sera incapable de la réveiller, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons jamais. Donc, mais la connaissance de l'univers peut vous aider à comprendre beaucoup de choses de l'humanité et surtout modeler votre comportement. Parce que si l'homme congolais ou l'homme africain en général s'intéressait à l'univers, mais à force de comprendre l'univers, il y a d'autres exigences scientifiques qui vont s'ajouter. Et en voulant résoudre ces exigences scientifiques, vous allez évoluer petit à petit. L'homme, par exemple, a eu l'idée de vouloir arriver sur la Lune, mais il a fourni un effort. Il a approfondi les réflexions pour arriver sur la Lune. C'est la même chose aussi. Dès que nous avons besoin de quelque chose et que nous y tenons, nous allons aussi fournir un effort pour atteindre les résultats. Alors, mais tant qu'on ne fournit pas des efforts, on ne comprend pas que l'harmonie de l'univers, comment l'univers fonctionne avec harmonie. Maintenant, on apprécierait la valeur de Dieu en comprenant cette harmonie de l'univers. Mais on ne connaît pas tout ça. Comment voulez-vous que nous puissions atteindre? Nous sommes malades, nous avons faim, donnez-nous à manger, nous faisons ceci. Ce sont des petites préoccupations que nous exposons près de Dieu pour que Dieu fasse quoi? Qu'il nous aide à manger, et puis c'est tout. C'est comme ce téléspectateur de Kisangani qui disait « Connaître le cosmos pour l'homme l'aiderait à élever la grandeur de son âme par rapport à son prochain et à son environnement. » Mais c'est ça la finalité. Justement, il n'a pas tort.
Parce que quand vous connaissez la grandeur de Dieu, c'est-à-dire, nous voyons le ciel. Nous voyons seulement des points lumineux. C'est comme s'il y avait un drap ou un drap noir sur lequel on a collé des petits points lumineux. C'est comme ça que nous voyons les choses. Mais quand on vous décrit ce qu'il y a dans le ciel, mais vous avez peur. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres, c'est-à-dire des éléments. L'être, c'est-à-dire ce qui existe. Pas l'être par rapport à l'être vivant. Mais il y a beaucoup d'êtres qui existent à travers l'univers qu'on ne connaît pas. Quand on parle d'un trou noir, c'est quoi un trou noir? Mais c'est quelque chose qui existe dans l'univers, dans le cosmos. Quand on parle des étoiles à neutrons, mais ça existe. On vous dit que cette étoile à neutrons, une cuillerée à café, c'est-à-dire quand vous prenez par exemple une cuillerée à café de lait, maintenant une cuillerée, ça pèse combien? Même pas 10 grammes. Maintenant quand vous prenez une cuillerée à café de cette matière-là qui se trouve sur la planète, l'étoile à neutrons, ça vous pèse plus de 100 tonnes. Cuillerée à café. Plus de 100 tonnes. Donc vous voyez que ce sont des choses tout autres. Quand on parle des rayons gamma, mais ce n'est pas les rayons solaires, c'est différent des rayons gamma. Oui, mais ça existe dans l'univers. Je voudrais peut-être que vous répondiez à cette dernière question parce qu'il y en a assez, comme ce téléspectateur qui disait, le sous-développement est soit lié à l'ignorance ou sinon à la mauvaise application de la science. C'est ça? Non. Dire la mauvaise application de la science, c'est comme si la science avait tout, sait tout. C'est-à-dire la science sait tout, et maintenant vous l'appliquez mal. Oh, la science se développe aussi, la science ne connaît pas tout. Non, mais au moins si on sait appliquer la science à la hauteur de ce qui est déjà dévoilé, on peut dire qu'on est à la page. Non, ça ne serait pas... De quelle science d'abord il s'agit? Qu'on appliquerait mieux? Ce n'est pas la technologie. Parce qu'avoir une belle télé ou avoir des appareils dernier cri, c'est la science. Oui, mais la science est plurielle. Mais justement, c'est-à-dire, ce n'est pas, par exemple, la morale, la psychologie, ce sont des sciences qu'on étudie aussi. Mais ce n'est pas ça qui compte. Il faut travailler, si vous appelez science le comportement de l'homme, là c'est autre chose. L'homme doit être travaillé. Non, mais il y a des sciences qui étudient le comportement de l'homme, donc on peut... Étudier le comportement de l'homme est différent d'adapter le comportement de l'homme. C'est-à-dire, l'accommodation, c'est l'adaptation entre ce que vous avez assimilé et votre façon de vivre. C'est ça l'accommodation. Maintenant, si vous avez assimilé beaucoup de connaissances, comme nous au Congo, nous avons beaucoup d'hommes de science qui ont assimilé sérieusement tous les principes scientifiques. Mais oui, mais ici on mais parle... maintenant, leur comportement par rapport... Le téléspectateur parle de la mauvaise application. Justement, c'est-à-dire, moi, moi, à mon tour, je ne parlerai pas de l'ignorance, mais aussi... Ce n'est pas la mauvaise application de la science qui est à la base de ça, parce que la science que vous ne connaissez pas, comment vous allez bien l'appliquer? Il faut d'abord la connaître pour parler d'une bonne application. Or, nous, dans l'ensemble, nous ne connaissons pas ces sciences-là. Alors, même l'homme lui-même, même les pays développés, ils ne connaissent pas tout de la science. Maintenant, comment parler de la mauvaise application? Donc, le plus important, et puis, avant que nous n'atteignions ce niveau de développement scientifique, est-ce que l'homme ne raisonnait pas bien? Il y avait des gens qui raisonnaient très bien. Il y avait des voyous, il y avait tout le monde à l'époque. Comme maintenant, il y a des voyous, il y a tout le monde. Si, à l'époque, on peut dire non, ils ne connaissaient pas beaucoup de choses sur le plan scientifique. Mais maintenant, nous connaissons beaucoup de choses sur le plan scientifique. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit dire que le fait de ne pas bien appliquer ces principes-là cause le sous-développement? Mais en Europe, là-bas, là, ils connaissent tout. Est-ce qu'ils connaissent beaucoup? Est-ce qu'ils appliquent tout? Est-ce qu'ils ont le sous-développement? Donc, la mauvaise application, ce concept ne semble pas être... On comprend brièvement que la science n'est pas la solution à tous les problèmes de l'humanité. Ça, c'est aussi un aspect. La science ne peut pas être la solution à tous les problèmes de l'humanité, parce que la science n'a pas encore tout connu. Maintenant, elle va être la solution à tous les problèmes de l'humanité. Comment? Donc, le monde
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une fin des problèmes de l'humanité. Les problèmes existeront toujours. Plus on évolue, plus aussi les problèmes viennent. Donc, maintenant, nous devons adapter. La bonne réflexion, c'est d'adapter quel type de vie nous pouvons mener sur la planète, sur Terre, pour que nous soyons en paix ou que nous soyons à l'aise. Et c'est aussi une question de choix en ce moment? Mais c'est une option. Quand les gens disent, bon, moi je veux vivre comme un voyou, c'est un choix. Non, moi je dois vivre comme un homme discipliné. C'est un choix. Maintenant, ceux qui dirigent la société, parce que ce n'est pas par hasard que nous vivons dans une société. Maintenant, ceux qui dirigent la société, c'est eux qui doivent dire, bon, nous devons bien vivre tous. Pour bien vivre, il faut respecter les principes. Et les principes sont érigés en loi. Mais qu'est-ce qui peut dicter alors le choix de l'homme dans ce contexte? Est-ce que c'est la science ou sinon on se laisse dicter par l'instinct aussi? Non. C'est-à-dire, la science, si la science était seulement celle-là, c'est-à-dire c'est la science qui doit développer les mentalités des gens. Mais qu'est-ce qu'on dirait maintenant de nos ancêtres qui vivaient très bien en harmonie avec la nature, avec les autres, mais qui n'avaient pas un développement scientifique? Peut-être qu'ils n'étaient pas aussi assez nombreux que nous, alors ça a permis à ceux qu'ils vivent en paix les uns envers les autres relativement. Ça peut être un élément, mais le plus important, c'est l'homme qu'il faut travailler. C'est la mentalité de l'homme qu'il faut travailler. C'est comme le disait le pape Paul VI. Si vous voulez la paix, vous voyez une différence. Le président Valéry Giscard d'Estaing, son principe, si vous voulez la paix, qui veut la paix prépare la guerre. Ça, c'est un principe de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français. Vous voulez la paix, préparez la guerre. Maintenant, quand on analyse ces concepts-là, mais apparemment vous direz que non, il ne peut pas avoir raison, parce que quand vous préparez la guerre, vous avez des armes dissuasives dont l'ennemi ne viendra pas vous déranger, dont vous serez en paix. Non, mais pour un chef des armées, ça peut être aussi une idée pas mal. Justement. Maintenant, voilà son principe, hein, mais qui reste une illusion. C'est vraiment un mirage qu'on vous dise, vous voulez la paix, préparez la guerre. La paix et la guerre sont des choses opposées, mais si vous voulez la paix, préparez la guerre. Est-ce que l'humanité peut vivre dans cet état-là? Non, l'humanité veut vivre en paix, mais pour bien vivre en paix, nous devons préparer la guerre. La guerre contre qui? Parce que les désordres peuvent venir de l'intérieur. Vous avez votre armée en interne, mais les désordres viennent aussi de l'intérieur. Non, mais il faut comprendre peut-être son propos dans le contexte. Il n'y a pas à comprendre son propos. En ce moment-là. Justement, il peut. Raison pour laquelle j'ai dit. Parce que nous sommes dans le contexte de la guerre froide à l'époque. C'est une illusion, justement. Maintenant. Ça pourrait se justifier par cet élément. Mais justement, est-ce que ce concept-là est défendable sur tous les plans? C'est ce que je dis, c'est une illusion. Maintenant, s'il y a un pays qui se dit, bon, moi, comme je dois préparer la paix, et comme je veux avoir la paix, je dois préparer la guerre. Donc, il va s'armer comme il veut, chercher de nouvelles armes, ainsi de suite. Mais vous serez étouffé à certain moment. Peut-être il y a des armes en 70 que vous aurez produites qui deviendront dépassées en 2000. Donc, il faut toujours chercher de nouvelles armes. Contre qui? Raison pour laquelle, moi je penche souvent du côté du pape Paul VI, qui lui dit, vous voulez la paix, enseignez la paix. Voilà les deux démarches différentes. Hein? L'un qui dit, tu veux la paix? Oui. Ah, prépare la guerre. L'autre qui dit, tu veux la paix? Oui. Enseigne la paix. Oui, mais c'est deux logiques différentes. Mais justement. Enseignées par deux personnalités de deux mondes différents aussi. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais la question, parce que les papes n'enseigneraient pas la guerre. Mais est-ce que nous devons, maintenant, pour avoir un même objectif, nous devons utiliser deux démarches diamétralement opposées? Ce sont des démarches diamétralement opposées. L'un vous dit, l'objectif est là, mais pour l'atteindre, prépare la guerre. L'autre qui dit, l'objectif est là, pour l'atteindre, enseigne la paix. Et toutes les guerres se terminent comment? Par la paix. On signe des accords de paix
pour terminer une guerre. Vous l'avez commencé pourquoi? Et si vous étiez bien inspiré, mais vous saviez que nous allons atterrir de ce côté, pourquoi ne pas commencer par là? Or, justement, la phrase, disons la pensée de Paul VI, c'est que quand il y a menace de paix, réfléchissez sur cette menace et cherchez des solutions avant même que la guerre ne soit déclenchée. Voilà. Je pense qu'on pourrait peut-être revenir prochainement, mais aujourd'hui, je voudrais, M. Bifouman, qu'on revienne sur notre sujet du jour, la place de l'agriculture dans le développement de la RDC. Aujourd'hui, le gouvernement a d'ailleurs mis en place un programme de développement de 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Et lorsque nous regardons dans ce programme, nous avons plus vu le volet construction des infrastructures, notamment des écoles, des hôpitaux, des centres de récréation culturelle, des routes. Mais apparemment, la place de l'agriculture dans notre façon d'envisager le développement de la RDC ne semble pas aussi faire beaucoup de bruit dans le programme du gouvernement. Et vous pouvez peut-être nous aider à comprendre comment est-ce que le gouvernement pourrait intégrer cette agriculture, parce que déjà, comme la fois passée, un téléspectateur qui disait, beaucoup de pays qui sont développés aujourd'hui ont intégré l'aspect agriculture dans leur façon d'envisager leur développement. Est-ce que vous pensez que la RDC, l'agriculture, pourrait aussi avoir de la place, et surtout la bonne, dans son développement? Oui, c'est-à-dire l'agriculture, c'est un domaine extrêmement important dans un pays. Parce que c'est ce domaine qui gère, entre autres, le manger de l'homme. Or, l'homme, dans sa constitution, dans son existence, il est obligé de manger. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette planète qui ne mange pas. Même s'il veut manger seulement des fruits, mais c'est manger. Même Jésus lui-même, mais il mangeait. Mahomet, il mangeait. Les Simon Kimbangu, mais il mangeait. Quel est cet être vivant qui n'a pas mangé ou qui ne mangeait pas? Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il ne mangeait pas. Donc, le manger, c'est quelque chose de fondamental dans un pays. Et ici, tous les dirigeants ont toujours soutenu cette thèse-là. Agriculture, priorité de priorité, c'est de dire Mobutu. Et depuis ce temps-là jusqu'à présent, tous les chefs de l'État qui se sont succédés pensent à l'agriculture. On le dit peut-être parce que nous avons des terres adaptées. Non, ce n'est pas qu'on le dit parce que nous avons des terres adaptées. C'est une nécessité. Ils disent ça de bonne foi. Ils sont sincères quand ils disent que nous devons développer notre agriculture. C'est de bonne foi et ils n'ont pas tort. Mais là où les choses maintenant s'abîment, c'est du point de vue stratégique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer cette agriculture? En tenant compte de nos paramètres, que nous sommes pauvres, on a beaucoup de terres, on n'a pas beaucoup d'argent pour que les uns et les autres puissent investir facilement dans l'agriculture. Et puis, il y a des petits voleurs, vous plantez ici, mais quelqu'un va voler votre production. Ce sont des paramètres qui devaient permettre maintenant à l'autorité de concevoir une bonne stratégie pour que l'agriculture devienne quelque chose de très important. Pas comme slogan, mais comme vécu. Ça doit être concrétisé. C'est là où il y a la faille. Et c'est clair que si aujourd'hui nous développons le secteur agricole, on pourrait s'éviter les pratiques du genre importer des produits alimentaires. Mais c'est élémentaire. Mais si vous produisez beaucoup d'oignons, c'est-à-dire qu'il y a surplus même d'oignons, vous allez importer les oignons, pourquoi? Si vous produisez beaucoup de poissons, il y a surplus de poissons, vous allez importer les poissons, pourquoi? Ou si vous avez beaucoup de vaches. Mais est-ce qu'on peut comprendre que c'est parce que le climat des affaires est menacé aussi dans ce secteur, ou sinon les Congolais, les investisseurs congolais notamment, ne sont pas plus intéressés dans ce domaine? Entre autres. Quels sont les investisseurs qui sont beaucoup intéressés dans ces domaines-là? Par rapport aux miniers, par exemple. Alors que ceux qui viennent pour investir dans les domaines des minéraux, mais on pouvait même leur imposer en disant, bon,
Vous voulez les domaines miniers, ok, 30% ou ne fût-ce que 20% de votre investissement, affectez-les à l'agriculture. Ou créons une banque agricole dont vous soyez actionnaire, vous miniers, soyez actionnaire à une banque nous échouons peut-être pas parce que le domaine agricole fait partie des investissements à long terme. Mais c'est un investissement. À long terme. Et pour un investisseur qui sait qu'au Congo, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a des minéraux stratégiques que le monde entier convoite aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait dépenser ces millions de dollars pour aller investir dans un domaine dormeur, entre guillemets, parce que ça va prendre un peu de temps, que d'aller dans un domaine beaucoup plus chaud où le retour sur les investissements sont aussi à court terme? Mais c'est ça, quand je parle de la stratégie, nous avons un problème de stratégie tout simplement pour que ce secteur soit développé. Mais alors, dans ces conditions, importons tout, vendons seulement que les gens viennent exploiter l'or, les diamants et puis les cuivres. Et comme ça, nous allons importer l'huile de palme. Tout ce que nous allons consommer comme huile de palme, on va importer. Nous allons importer les manioc, nous allons importer je ne sais pas quoi, parce qu'on n'a plus besoin de ça. Et c'est ça la logique que nous devrions avoir. Or, c'est un problème d'options stratégiques. C'est comme par exemple pour relancer les chemins de fer, ne fût-ce que les chemins de fer SNCC. Si on disait tout simplement aux miniers que 30% de votre production doit prendre le chemin de fer, 70% débrouillez-vous pour l'évacuer, mais au moins 30%, sinon 40% de votre production doit prendre le chemin de fer. Ça relancerait alors cette entreprise? Mais ça relancerait justement le chemin de fer. Mais c'est une option politique, une décision de l'autorité, une stratégie que vous convenez avec ces gens-là. Vous parlez d'une entreprise qui n'a pas aussi assez de locomotives, un chemin de fer vieillissant, un personnel démotivé. Mais justement parce qu'il n'y a pas beaucoup parvenir à relancer une telle entreprise, ça prend des investissements aussi, du temps. Mais ne mystifions pas les choses. Matadi Kinshasa, pour les réhabiliter, d'abord pour les faire tomber, ça a pris combien de temps? Pas beaucoup de temps. En un temps record, on a fait tomber Matadi Kinshasa. Comment? Parce qu'on ne donnait plus de marché. Les trains ne faisaient plus le plein comme avant. Il a suffi seulement de priver l'ONATRA des marchandises à transporter. C'est fini. En quelques jours, l'ONATRA tombe. L'ex-ONATRA tombe. Où est tombé? Là, mais si on disait maintenant, désormais, le chemin de fer, mais l'ONATRA va commencer à se battre pour améliorer. S'il faut faire travailler les gens 24 heures sur 24 heures, arranger les routes, tout ça, peut-être dans quelques jours, le trafic peut reprendre. Même si c'est timidement, mais comme ils auront déjà un marché sûr, eh bien, ils vont aussi développer, ils peuvent avoir des prêts à gauche et à droite, parce qu'ils savent que le marché ne va pas tarir, j'aurai toujours des clients, et ces clients vont me permettre de rembourser la dette. C'est aussi une stratégie. Mais apparemment, les voies ferroviaires ne font plus partie des gros transporteurs. Aujourd'hui, on parle plus de voies routières et maritimes. Est-ce que vous ne pensez pas que ce secteur-là, pour le développer chez nous, ça semble un peu être plus difficile parce qu'ailleurs, les États, les entreprises investissent dans les transports urbains, notamment, et non encore dans les transports des grosses marchandises? Oh. Quand vous allez en France, par exemple, en France, vous avez les avions, vous avez des bus, des taxis qui vous font des longs trajets. Il y a aussi les trains qui transportent et les marchandises et les hommes. Mais les gros porteurs restent maintenant la voie ferrée et aussi mais justement, la voie maritime. Mais la voie maritime est... Les voies ferrées sont beaucoup plus modernisées pour mais justement, les grands centres dans le cadre de transport en commun. Mais c'est parce qu'il y a la marche. Pour que ça survive, il faut quoi? Il faut les revenus. Les revenus viennent de quoi? De ceux qui payent les tickets ou de ceux qui payent l'argent pour les transports de marchandises. Ils ont la clientèle. D'abord, c'est ça, ils ont la clientèle. Et cette clientèle sûre leur permet d'avoir des crédits, de moderniser leurs locomotives, ainsi de suite, les chemins de fer. Il n'y a que ça. Ce n'est pas que c'est l'État qui donne toujours des subventions à ces compagnies-là, non. L'État a commencé,
Et puis, comme les autres ont des... Il a libéralisé. Les autres viennent payer, et quand ils payent, maintenant, la compagnie peut vivre. Mais ici, notre grand boulevard, le fleuve Congo, mal exploité, alors qu'il y a des gens que vous voyez qui sillonnent de Kinshasa jusqu'à vers Kisangani régulièrement. Et si on modernisait ce trafic-là, oui. mais il y aurait déjà même des yachts privés qui pouvaient pulluler là-bas. Et non, je vais en vacances, je quitte Kinshasa jusqu'à Kisangani, en yacht. Mais est-ce que tu peux se permettre de faire ça? Parce que c'est mal entretenu. Même l'ONATRA peut avoir aussi des bateaux qui feraient le tourisme là-bas. Mais pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'ils n'ont pas de clients qui peuvent s'intéresser à ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les chemins de fer, n'en parlons pas. Mais avant, nous avons étudié à l'internat, à Tumba. Mais on allait parfois par les trains scolaires. Donc on connaissait les trafics de trains. Mais par jour, 3 trains descendaient, 3 trains de personnes. Le premier train avec classe de luxe, avec quelques wagons de marchandises. Le deuxième train où il y avait première classe et classe économique aussi. Et rien que des passagers. Et puis le troisième train, là c'était ce qu'on appelait Kibolabola, c'est-à-dire qu'il s'arrêtait à toutes les gares. Donc, et c'était juteux. Mais entre-temps, les taxibus, il y en avait plusieurs qui faisaient Kinshasa-Kisantu, Kinshasa-Mbanzango ou plus. Donc les trafics ferroviaires étaient florissants, mais cela n'empêchait pas les trafics routiers. Mais malheureusement, maintenant, on donne l'impression que tout est accaparé par les transporteurs routiers. Effectivement. Mais prenons le cas, par exemple, des compagnies genre ex-groupe Congo Futur. Mais ils importent beaucoup de choses et ils exportent aussi beaucoup de choses. Entre autres, les grumes. Ils importent du fer à béton et beaucoup d'autres choses, des vivres, tout ça. Mais qui transporte tout ça? Et c'est eux-mêmes. Donc, à défaut, ils ne veulent pas donner l'argent aux autres compagnies pour survivre. On a transporte-moi ça, je vais te payer. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent créer un circuit fermé. Eux-mêmes importent. Eux-mêmes ont l'agence en douane. Eux-mêmes ont les transporteurs. Donc, maintenant, ils donnent quoi à qui? Rien. Et ça devient une concurrence déloyale. On ne peut pas appeler ça concurrence déloyale. Mais c'est le fait que dans un groupe, vous accaparez de tout. Donc vous ne permettez même plus aux autres de survivre. Et cela a commencé même à l'époque d'Orgaman. Transmac, c'était une société de transport d'Orgaman. Mais pourquoi ils faisaient tout transporter par Transmac? Mais c'est parce qu'ils voulaient tout contrôler, avoir... Et puis, ce sont dans la même filière, ce sont des compagnies, des filiales, et puis comment c'était géré? C'est ça le danger. Mais si on avait dit, par exemple, Congo Futur, bon, vous devez transporter vos histoires, mais passez par 50% ONATRA, 50% votre propre compagnie de transport. Au moins, ça pouvait faire vivre l'ONATRA. Et puis tous ces importateurs, on peut faire la même chose. Voilà, on revient. Même la douane, on peut dire, parce qu'il y a des conteneurs qui sont dédouanés ici à Kinshasa. Ça quitte Matadi, ça vient ici. On dit désormais, ça ne peut passer que par l'ONATRA. Ça peut aussi aider à résoudre les problèmes. Oui. Mais quand il y a des transporteurs qui font tout pour transporter ces conteneurs, conclusion, on n'a rien. Parce que nous parlons de l'agriculture, le fait de ne pas voir des investisseurs et congolais aussi étrangers ne pas s'intéresser à ce domaine, on peut croire qu'ils voudraient bien privilégier le fait que notre économie soit toujours extravertie. Mais c'est ça quand je parle de la stratégie. Parce que quelqu'un qui a l'argent, qui veut investir, il vient, moi je vais investir dans tel domaine. Mais s'il constate que l'organisation que vous mettez en place ne lui permet pas de gagner, il va chercher le secteur où il va vite gagner son argent et repartir. Et donc la première stratégie serait de rendre le domaine attrayant, par exemple les crédits d'impôt, les facilités administratives. C'est tout ça, aussi. parce que les nationaux n'ont pas suffisamment de moyens. Vous voulez cultiver une plantation, vous avez besoin de 100 000 $. Vous allez les avoir où? Donc vous allez maintenant chercher, vous allez au FPI
crédit, ce sont des conditions. Vous allez à la banque, Non, mais ça les ne peut pas crédits, passer. c'est toujours des conditionnalités, ça, vous Oui, le savez. attention, les conditions pour se lancer dans l'agriculture, ce n'est pas la même chose que se lancer dans l'import-export. Parce que l'import-export, vous importez la marchandise, vous obtenez un crédit, 2 ou 3 mois après, vous avez déjà la marchandise, vous vendez et vous commencez à rembourser les crédits. Mais quand il s'agit de l'agriculture, une plantation de manioc, il faut attendre une année. Donc il faut maintenant concevoir les conditions de remboursement. Moi, vous allez cultiver quoi? Les manioc. Bon, le manioc sera disponible quand? Une année après. Il faut adapter la conditionnalité par rapport à cette culture-là. Mais nous avons un code agricole. Est-ce qu'il prévoit tout ça? Ou sinon, il est encore déficitaire? Mais si ce code agricole offrait de bonnes conditions, une bonne stratégie, on l'aurait déjà exécuté, on aurait déjà vu les fruits. Mais si on ne voit rien, c'est que ce n'est pas adapté, soit que la conception n'est pas bonne, soit que la volonté de l'appliquer, ou c'est très bon, mais la volonté de l'appliquer n'est pas là. Mais moi, je doute de la volonté. Donc, ce n'est pas bien fait. Non, mais c'est un domaine qui demande seulement des investissements ou sinon créer des institutions financières qui pourraient facilement accorder des crédits aux personnes qui s'y intéressent bien. C'est une des conditions, c'est-à-dire c'est un élément. Que non, vous voulez faire l'agriculture? Oui. Est-ce que vous avez une bonne terre? Oui, la terre, c'est Dieu qui nous l'a donnée, elle est disponible. Bon, maintenant, est-ce que vous avez l'argent? Oh non, je n'ai pas l'argent. Bon, voilà la banque qui peut te prêter l'argent. Et vous aussi, à votre niveau, vous devez concevoir un projet bien bancable. Vous devez donner quand même le minimum de garantie que si j'ai l'argent, je vais cultiver, je vais faire ceci ou cela. Mais combien de personnes ont obtenu les crédits, des tracteurs d'ailleurs? Et ils en font quoi? Presque rien. Donc, c'est un problème de stratégie. Si le gouvernement voulait bien développer ce secteur-là, mais il peut conditionner. Le tracteur est là. Vous voulez prendre, signons des documents. Donc, c'est un problème de décideurs politiques. Pas de décision. Je parle bien de la stratégie politique. Non, mais cette stratégie devrait être conçue par la décision, c'est une autre législation. Chose. La bonne décision, c'est qu'on a analysé, on a fait on a vu tous les aspects. Maintenant, on opte. L'option, c'est celle qui est concrétisée par une décision. Et non, compte tenu de ça et ça, j'ai analysé la situation du sol, j'ai analysé ceci, décision, voilà. Oui, mais ici, ce n'est même pas un problème de décision, de stratégie d'abord. Une question, est-ce que le domaine agricole, il peut aussi être bien rentable dans notre contexte? Mais pourquoi pas? Mais on dit que l'Ukraine avait combien de tonnes de blé? Le blé seulement. Des millions de tonnes. Mais le monde était paralysé parce que les stocks là n'étaient pas écoulés. Donc ça prouve que c'est un domaine très rentable. Maintenant, c'est vous qui devez réfléchir. Quand vous réfléchissez, sinon, vous allez cultiver des graines. Ah, ces graines, nous, c'est la nourriture pour les oiseaux. Ou des oiseaux, des moineaux, qu'on ne mange même pas. Ou des corbeaux, la nourriture des corbeaux. Ça, c'est quelle stratégie? Parce que vous pouvez avoir des millions de tonnes de ces matières-là. Vous allez très bien nourrir les corbeaux, mais les corbeaux que vous ne mangez pas. Donc, vous n'avez rien fait. Mais si c'est la nourriture des poules, des coqs, ainsi de suite, là, au moins, en donnant cette nourriture, vous allez manger les coqs, vous allez vendre. Mais les corbeaux, vous allez les vendre où? Donc, c'est la bonne stratégie qui dira, nous allons cultiver ça et ça pour telle finalité. Mais quand on ne fait pas de telles analyses, si on peut dire, la Côte d'Ivoire, c'est le Congo divisé par, je ne sais pas, 6 ou par 7. Vous avez la Côte d'Ivoire. C'est un petit territoire par rapport au Congo. Donc, ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas cultiver seulement le cacao. C'est-à-dire, l'espace de la Côte d'Ivoire, on ne cultive que le cacao. C'est impossible. Il y a une partie réservée au cacao, au café et autre chose. Mais nous pouvons dire, bon, l'équivalent de l'étendue de la Côte d'Ivoire, on réserve ça au cacao. Est-ce que la Côte d'Ivoire, 5 ans après, sera encore le premier producteur de cacao à travers le monde? Mais non. Donc nous sommes capables de rivaliser ce pays-là. On n'a même pas rivalisé. Okay. On n'a même pas rivalisé.
Dès que nous produisons, ils vont continuer à produire, ils vont aussi vendre. Ce n'est pas qu'on les rivalise pour qu'ils ne vendent pas. Ils vont continuer à vendre. Mais nous pouvons dire, bon, nous, en termes de cacao, nous devons devenir les premiers producteurs de cacao. Comment? Qui est le premier producteur? C'est la Côte d'Ivoire. Qui est venu apprendre ici chez nous? La CNRA de la Côte d'Ivoire a envoyé des experts pour venir apprendre à l'INERA Mvoise. Maintenant, ils sont allés appliquer cette intelligence. Voilà ce qu'ils font comme prouesse. Maintenant, nous qui avons l'INERA existe, il y a des ingénieurs bien formés. Mais il suffit de les utiliser. On dit, bon, l'équivalent du territoire de la Côte d'Ivoire, ça fait combien d'hectares? C'est déjà la conclusion, malheureusement. On peut, dans le Congo central, oui, nous aurons par exemple 5000 hectares réservés au cacao. Nous allons dans les grands Bandundu, nous aurons 100 000 hectares réservés au cacao, ainsi de suite, à travers le pays. Mais on peut avoir une quantité, 5 ans après, une grande quantité. On ferait la même chose pour le café, la même chose pour l'huile de palme, tout ce que nous voulons. Mais il faut une bonne étude du marché parce qu'il faudra aussi trouver un marché pour couler toutes ces marchandises. Mais c'est ça la réflexion. Vous voulez produire quoi? On veut produire le cacao. Est-ce que ça se consomme à travers le monde? Oui. Est-ce qu'il y a nous-mêmes devons transformer ça? Oui. Mais c'est fini. Le cacao se consomme. Surtout qu'il y a des études qui ont démontré que le cacao régule aussi la tension. Donc vous voyez que la consommation du cacao, ce n'est pas seulement par le plaisir de manger le cacao, mais il y a encore un effet des médicaments. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En conclusion, l'agriculture a encore toute sa place dans le développement. On n'a encore rien fait. Ah, ok. Ce qu'on fait, c'est on barbote encore, on se cherche. On n'a pas encore conçu une stratégie solide pour booster l'agriculture. La preuve, il n'y a rien sur le terrain. Merci beaucoup, M. Bifumanu. En tout cas, on aura peut-être des questions auxquelles vous aurez à répondre prochainement et on sera très content encore de vous revoir sur notre plateau. Vraiment, grand merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. Merci à M. Bifumanu, merci à toutes les équipes en régie et aussi sur le plateau. On se revoit prochainement sur la même fréquence avec le même plaisir. Au revoir.